On sait qu'aux US, les anglo-saxons, ils n'ont pas trop de tabou avec l'argent. En France, c'est plus compliqué, mais il y a un moment, en fait, quand on veut négocier une rupture conventionnelle, il faut aussi qu'on soit en mesure de parler un petit peu argent. Donc, on va parler un petit peu de ce à quoi vous pouvez prétendre, combien ça coûte, quels sont finalement les intérêts que vous avez quand vous allez sortir au niveau des indemnités, au niveau du chômage, etc., etc. Et donc, on a pensé à cette petite vidéo. Pourquoi? Parce qu'aux US, ils disent toujours qu'il faut être capable d'investir pour pouvoir récupérer de l'argent. Ouais, c'est ça. You can't make money without money. Ouais. C'est un peu ce truc-là. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est ce dont on va parler. Et donc, donc, déjà, pas de tabou avec l'argent et pas de tabou avec la rupture conventionnelle, comme tu dis souvent. Donc, et là, à combien on peut prétendre? Combien je peux demander finalement? Parce que y a beaucoup de gens qui se disent, bah, j'envoie une lettre et puis après, une fois qu'ils ont accepté ma demande, eh ben, on va parler sous-sous. Sauf que, bon, vous avez bien compris qu'envoyer une lettre, ça marcherait pas. On en a déjà parlé précédemment. Donc là, l'idée, c'est de parler de combien on peut obtenir. Chaque fois que vous posez la question en arrivant dans nos entretiens, c'est toujours, mais je peux partir avec combien? Déjà, avec combien vous voulez partir? On en a parlé dans une autre vidéo, mais c'est vous, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Et ensuite, qu'est-ce que vous pensez pouvoir avoir? Il y a des sites officiels, hein, le site du gouvernement, qui vous permet de faire une simulation en fonction de votre ancienneté, TLRC, voilà, ouais. de ce à quoi vous pouvez prétendre. C'est intéressant aussi de vous poser la question de votre convention collective. Vous pouvez regarder en interne qu'est-ce qui est marqué, sachant que c'est assez simple d'aller regarder. La rupture conventionnelle, quand vous partez avec des indemnités, c'est des indemnités qui sont basées sur le calcul d'une indemnité pour licenciement. Donc en fait, dans certaines conventions collectives, c'est pas plus avantageux que ce que dit la loi. Dans certaines autres, c'est beaucoup plus avantageux. Donc regardez, faites cet effort. On sait que 70% finalement des salariés en France, grosso modo, sur de la convention collective Syntec. Mais après, il y a des conventions collectives qui sont hyper spécifiques. La métallurgie notamment, Par exemple, et des conventions qui sont en train d'évoluer d'ailleurs en ce moment. Déjà, on pourrait se dire, et vous allez sûrement me dire ça, bah, parce que mon collègue il est parti avec 20 000, 30 000 ou j'en sais rien, avec 5 000, et bah, finalement je pourrais pas avoir plus ou je pourrais pas, ou j'aurais pas moins. Alors c'est bien cette approche benchmark, on se dit, bon, tout ce que ça veut dire, cette approche, c'est que ça veut dire que c'est possible dans votre boîte de sortir. Mais vous êtes d'accord avec moi, j'imagine que c'est du cas par cas. Hein, s'ils donnaient la même chose à tout le monde, ça se saurait. Et d'ailleurs, ils ne donnent pas des promotions à tout le monde. Les augmentations, bah, ça ne se donne pas à tout le monde. Et finalement, le monde du travail est inégal, hein, impitoyable. impitoyable. Donc, cette approche benchmark, on va la mettre de côté, puisque de toute façon, bah, oui, elle nous permet juste de savoir un peu de manière binaire, hein, 0 ou 1. Donc oui, ils font des ruptures ou non, ils font pas de rupture. Et s'ils en font pas, peut-être que c'est maquillé d'ailleurs. Donc ça veut pas dire que c'est Et vrai. c'est pas parce qu'ils en ont fait qu'ils en feront avec vous. Exactement. C'est hyper important, au lieu de se comparer avec les autres, c'est déjà de vous dire, mais même si vous faisiez la même rupture conventionnelle avec le même employeur, ben vous auriez pas eu les mêmes indemnités. Pour la simple et bonne raison que vous l'avez pas fait à la même période, vous n'avez pas le même statut, en face de vous, c'est pas les mêmes intérêts, etc., etc. Donc les conditions changent. Donc même si c'est les deux mêmes personnes les deux mêmes protagonistes qui sont là en face de l'autre, ça ne sera pas la même issue. Vous négocierez mieux cette fois-ci que l'autre fois, ou à contrario, l'autre négociera mieux et vos intérêts auront peut-être changé. Donc ça, c'est vraiment Oui, vraiment un point l'interlocuteur va important. changer, l'entreprise peut être la même, c'est pas le même, donc c'est pas le même timing, vous avez pris le même poste, vous êtes parti, vous êtes revenu, est-ce qu'ils ont repris votre ancienneté? On a aussi des cas comme ça, donc La finalement, conjoncture économique, enfin, il y a. c'est du cas par cas. C'est que du cas par cas et l'argent, c'est que du cas par cas, mais il y a un truc que vous devez garder en tête, c'est que une bonne négo, c'est pas de savoir si vous êtes parti avec 20 000 ou 30 000, ça on s'en fiche. Si vous, votre projet, c'est de partir avec 30 000, disons, et que finalement, vous récupérez ces 30 000, vous êtes content. Vous êtes content, sauf que vous devez savoir dans un premier temps si votre entreprise était capable de vous donner plus ou pas. Si l'entreprise vous a donné le max de ce qu'elle pouvait vous donner, tant mieux, vous avez gagné et haut la main puisque vous avez eu votre montant et le max de ce qu'il peut vous donner. S'il pouvait vous donner 50 000, vous avez perdu. Si vous êtes parti avec 25 000, vous avez quand même gagné parce que si c'était le max et que vous n'avez pas atteint votre objectif, mais que finalement vous avez quand même vos 25 000, vous êtes parti avec le plus. Donc en fait, le principe d'une négo, c'est de réussir à comprendre ce que l'autre est capable de vous donner.
et quel est son maximum. Ça, c'est hyper important de le garder en tête. Donc après, ça se travaille, Voilà. évidemment. On va aller chercher ce maximum, on va essayer de savoir. On va Donc, essayer comment de tu fais tester. toi, pour aller chercher ce maximum? Comment tu fais pour évaluer finalement ce à quoi tu as droit? Qu'est-ce qu'on pourrait leur Alors, dire? nous, dans le parcours, on a vraiment toute une partie là-dessus, qui ça va être l'évaluation de préjudice, et puis aussi comprendre quel type de profil qu'on a en face de nous, quels vont être leurs intérêts du moment, et puis à quelle période de l'année on va négocier, parce que parfois, il n'y a plus de budget, ou parfois, justement, ils vont faire exprès de garder du budget pour plus tard dans l'année. Donc, ça, c'est des éléments qu'il va falloir avoir en tête. Et puis, donc, nous, on va se fixer un objectif raisonnable en se disant, je sais pas, est-ce que je me dis que je vais aller chercher 2 fois le légal ou 3 fois le légal. Voilà. Après, c'est vrai que quand vous rentrez en parcours, on a le recul. On va pouvoir vous dire, telle personne qui a à peu près le même profil que vous, avec une ancienneté équivalente, dans une industrie équivalente, elle est partie avec tant. Ça va être juste vous donner un ordre d'idée, mais c'est pas pour, on va pas vous dire, on va pas vous brider, on va pas vous dire soyez ambitieux et rêveur. Il va falloir s'entendre par rapport à vous. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent quelque part déjà? Parce que si c'est juste pour faire cracher votre employeur, nous ça nous intéresse pas d'aller travailler avec vous. On va être très honnête. Oui, mais pour on autant, prend pas parti ni pour les salariés ni pour les employeurs. On va juste permettre aux salariés de se préparer, de mettre toutes les chances de leur côté. oui, mais toi, François, comment finalement, est-ce que tu te rémunères avec un pourcentage? On pourrait peut-être leur expliquer en fait, quel est ton intérêt, toi? Est-ce qu'ils sortent avec beaucoup ou pas? Moi, l'idée, ça va être vraiment de savoir comment vous mettez le curseur. Déjà, de manière monétaire ou non monétaire. Vous avez tout ce qui est non monétaire, je sais pas, des formations, de la placement, une voiture de fonction parfois, un ordinateur, des choses comme ça qui finalement Un vont, préavis raccourci? ouais, un téléphone ou ce que vous voulez. Ouais. Et c'est vrai que ça va pas forcément être pris en compte dans le calcul d'une rupture conventionnelle. À la fin, page 3, on va pas écrire plus une voiture, plus un machin. C'est des choses aussi qu'on peut négocier de manière non monétaire et sans vouloir aller taper dans le budget. Si vous savez qu'en plus votre employeur en ce moment, c'est un peu ric-rac, on va réfléchir aussi de manière intelligente. Bien négocier, c'est aussi être créatif. Et en parlant d'intelligence, Mm. nous, on est aussi capable de vous dire, OK, avec notre expertise, avec notre expérience, on est capable de vous dire, là, franchement, tu peux aller chercher plus loin. Ou là, attention, c'est être un peu gourmand. Il faut savoir aussi à un moment calmer le jeu ou alors pousser un petit peu. Et ça, ce curseur-là, vous allez l'apprendre. Mais nous aussi, on vous aiguille. On vous dit, voilà, là, franchement, l'argent est sur la table, faut le prendre, arrêtons de pousser. Ou alors au contraire, non, là, tu as encore une fenêtre de tir, vas-y, fonce. Et ça, c'est hyper important aussi que, comme a dit François tout à l'heure, là, que vous ayez un objectif. Le but, c'est pas de se dire, ah j'ai eu mon objectif, ah j'aurais pu avoir plus. Bah ouais, mais le truc, c'est que vous avez travaillé pour un objectif. Donc, si vous pouvez avoir plus, parfois c'est trop tard. Donc, faut pas tout mélanger. Faut y aller étape par étape. Faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est étape après étape. On fait l'évaluation. On est capable de comprendre ce à quoi on a le droit, ce vers quoi on peut aller pousser un petit peu le curseur. On est capable aussi de se remettre en question, de changer un peu les choses, parce que parfois il y a des modifications à faire. La conjoncture change, des aspects qu'on n'avait pas pris en compte doivent être pris en compte à ce moment-là. Et l'idée, c'est qu'à la fin, vous sortiez avec le CERFA signé, donc la page 3 signée, avec un montant qui soit conséquent, et que pour certains d'entre vous, vous récupériez aussi les indemnités chômage, l'assurance chômage qui, pour ceux qui reprennent les études, pour ceux qui veulent poser un petit peu, se poser un petit peu pour leur famille ou alors pour réfléchir, ceux qui veulent reprendre une boîte ou ceux qui veulent monter leur boîte ont vraiment besoin des indemnités chômage. Donc déjà, toi, par rapport aux indemnités chômage, l'assurance chômage, qu'est-ce que tu penses de cette grande phrase des personnes qui disent ouais, mais sauf que les indemnités, franchement, se mettre au chômage, c'est abusé, c'est profiter du système. C'est vraiment un vrai sujet où on va devoir distinguer vos intérêts de la partie morale. Si on veut rentrer dans la partie morale, on va se dire, vous cotisez, ça fait plusieurs années que vous travaillez, vous cotisez. Est-ce que vous cotisez pour les autres quand ils sont dans la précarité uniquement? Est-ce que vous cotisez pour vous en cas de coup dur, comme une assurance, comme une mutuelle, ou un peu hybride, un peu les deux, hein. Un jour, ce sera votre tour aussi, et donc vous savez que
quand vous êtes dans une période de transition professionnelle, vous pouvez compter là-dessus. Moi, je veux pas rentrer dans ce débat-là. Je sais que si vous considérez que le chômage, vous voulez pas y toucher, je vais comprendre le côté la dignité que vous allez avoir derrière. Je peux aussi comprendre que vous dites tous les ans, enfin tous les mois, il y a une partie de mon salaire qui part là-dedans, dans des charges en fait, sociales, dans les charges patronales, et en se disant qu'un jour ça va servir, comme votre retraite finalement, hein, et qu'aujourd'hui, on sait que les carrières sont plus linéaires, donc à un moment donné, on va devoir changer de trajectoire. Et cette période où on va changer de trajectoire, elle va être un peu à risque. Et l'assurance chômage est là pour ça. Donc, je peux comprendre les deux. Et à la limite, c'est pas le souci. Au niveau de vos intérêts, c'est clair et net. Ça représente à peu près 60% de votre salaire, grosso modo. Donc, quelque part, pendant 18 à 24 mois, en fonction de la conjoncture économique, ça vous fait un filet de sécurité. Filet de sécurité qui va pouvoir être complété par l'indemnité de départ, le chèque de départ que vous allez pouvoir aller chercher. Donc, aller chercher ces 40% qui manquent pour que finalement, pendant ces 18 mois, si vous avez un projet qui va être long, hein, parce que parfois on a des projets qui peuvent être courts, 3 mois, 6 mois, et vous n'allez pas perdre d'argent et pas vous mettre en difficulté financière. Et donc, comme vous n'allez pas être en difficulté financière, vous allez prendre plus de risques, vous allez tenter des choses que vous n'auriez pas tenté sinon, avec moins de stress. Et psychologiquement, vous avez beaucoup plus de chances de réussir quand vous n'êtes pas stressé, et que finalement vous avez que à penser à votre projet, et ça, moi je trouve ça très très bien, hein. Enfin, mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que on a commencé la vidéo en disant qu'aux US, ils aiment bien dire you can't make money without money. Il y a aussi des gens, j'ai déjà parlé avec des entrepreneurs qui disent l'avantage de se lancer sans avoir de filet de sécurité, c'est qu'on est obligé de faire marcher très vite le business, très vite obligé d'avoir des résultats. Donc, ça peut être aussi un peu paradoxal de se dire, l'avantage d'avoir une sécurité, c'est que je prends plus de risques et donc je tente des choses. Mais est-ce que ne pas avoir de sécurité, ça vous pousse pas, ça nous pousserait pas, pour ceux qui veulent remonter des business ou reprendre des business, à aller plus vite et à se donner 2 fois plus que s'ils avaient la sécurité de pendant 18 mois d'avoir 60% de leur salaire. Et si on prend l'exemple de quelqu'un qui arrive Qu'est-ce que t'en penses? Si on prend quelqu'un qui a, en fait, ça dépend des cas. C'est-à-dire que si on prend quelqu'un qui arrive à épargner 200 € par mois, en un an, il va pouvoir épargner, allez, 2000 €, hein, je fais simple, on multiplie par 10. En 2 ans, peut-être 4000 €. Avec ces 4000 €, avec 2 ans d'épargne, combien de temps il va pouvoir vivre pendant sa transition s'il n'a pas de revenus? Parce que c'est toujours ça, ici ils appellent ça WATNA, hein, c'est un peu la worst alternative to negotiated agreement, donc c'est donc l'alternative à une négociation. Et donc se dire que dans le cas où vous êtes amené à démissionner et à compter sur vos économies, avec 2 ans, là si je reprends mon cas, avec 2 ans d'économie, donc avec 4000 €, finalement, est-ce que vous pouvez payer, si vous avez un crédit, payer vos crédits, vos charges, hein, manger tout simplement, et en plus de ça, financer un business? Ou alors il vous faudra beaucoup plus de temps. En fait, ça dépend combien de temps vous pouvez tenir dans la situation actuelle. Si vous vous dites, je me projette à 10 ans, je mets de l'argent de côté pendant 10 ans, et donc je joue vraiment sur le temps long, et je me dis, au bout de 10 ans, j'aurais mis, du coup, on a dit 4000 € en 2 ans, donc si je fais x5, j'aurai 20 000 € au bout de 10 ans, j'ai 20 000 de côté. Avec ça, je consacre un an à la suite. Mais on parle de quelque chose qui est très 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 loin. Et avec une inflation, c'est même pas sûr que ces 20 000 € là, dans 10 ans, ils auront la même valeur. Et donc c'est ça qu'il faut voir. Maintenant, si c'est des personnes qui ont déjà de l'argent de côté et qui finalement veulent aller vite, ils ont un projet, il faut aller vite parce que sinon ils vont rater une opportunité. À ce moment-là, allez-y, démissionnez, perdez pas de temps, parce que les négociations, ça va prendre du temps. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que votre démission, il y a un préavis, et ce préavis, il est 3 mois. Alors que quand on négocie, une rupture conventionnelle, par exemple, c'est 4 à 5 semaines. Donc ça peut aller beaucoup plus vite. Là, je parle juste du délai d'homologation, hein. Allez, si on prend avec la négociation, nous, en moyenne, nos participants, entre le moment où ils rentrent dans le parcours et ils quittent leur boîte, ils quittent leur poste, donc ils sont libérés, il faut 11 semaines. Donc 11 semaines, c'est moins de 3 mois, et donc c'est vraiment le délai que généralement les personnes ont en France comme préavis lorsqu'ils démissionnent. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je voudrais revenir sur un truc que tu as dit, et je voudrais avancer un point. Il y a un moment, en fait, il faut savoir aussi prendre en considération vos intérêts avant de négocier. Ça, c'est hyper important. Okay, donc là, tu disais la situation dans laquelle vous êtes, et après, ses intérêts. Donc il y en a qui vont avoir l'intérêt de se dire, je pars maintenant, je bénéficie du chômage, etc. Je cotise pour moi, et puis après, de toute manière, demain, j'emploierai du monde ou je générerai en fait assez
assez de Oui, il y a bénéfices ça aussi, hein. pour réinjecter tout ça dans Créer de l'économie, l'emploi et tout voilà, ça, créer ouais. de la valeur, créer de l'emploi. Et en même temps, dans la négociation, ça c'est un vrai sujet. Et on en parlait dans une autre vidéo, c'est quand on rentre en conflit dans une négociation, parce que bizarrement, c'est un peu d'ego, mais on reste sur notre position, en face aussi on reste sur la position, il y a un truc qui est hyper important, c'est de se rappeler de ses intérêts. Quel est votre intérêt? Mais se concentrer aussi sur les intérêts de la personne qui est en face de vous. Parce que sinon, en fait, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Donc si chacun reste bloqué sur ses positions, vous arriverez à rien décanter. Et donc, pensez à vos intérêts avant de négocier. Donc là, tout ce dont on parle là, tout ce qu'on aborde sur est-ce qu'il faut prendre de l'argent, il faut y aller vite, faut avoir de la sécurité, etc. Et ensuite, quand vous serez en train de négocier, quels sont vos intérêts et quels sont les intérêts de la personne qui est en face de vous. Si vous ne faites pas ça, vous ne savez pas si l'autre a une autre alternative, si l'autre est enclin à faire un effort, une concession et autres. Parce que quoi qu'il arrive, en négociation, il y a un moment, il va falloir aussi trouver un terrain d'entente et donc faire des concessions. Et c'est important quand on revient sur l'objectif initial, donc le fameux montant, vous voulez 25 000, 30 000 euros, il faut savoir aussi se coucher ou alors laisser tomber des choses qui ont moins de valeur à vos yeux. Donc ça peut être cette fameuse voiture de fonction, ça peut être le préavis allongé ou raccourci, ça peut être finalement la clause de non-concurrence qui est levée ou pas. Enfin, il y a des choses comme ça que vous devez avoir en tête et c'est pas juste de l'ordre de leur pécuniaire, c'est aussi finalement qu'est-ce que vous avez comme objectif et ce sur quoi vous pouvez finalement lâcher du lest. Donc vraiment, c'est aussi une approche à avoir de bien considérer vos intérêts, ceux d'en face, et à un moment, savoir aussi prendre le pouls avec des gens qui sont déjà passés par là, qui savent un petit peu aussi prendre de la hauteur. Monter au balcon, Voilà, c'est prendre ça la l'idée. perspective. Ouais. Et donc voilà, je pense que donc on peut pas savoir exactement, on n'a pas de boule de cristal combien vous pouvez obtenir, donc on peut vous donner notre recul et notre expérience, mais à un moment ce sera du cas par cas et on va en fait le faire au fur et à mesure de ce que vous allez découvrir tout au long du parcours. C'est pour ça que c'est un parcours, c'est pas un programme, c'est vraiment un parcours. Il y a une progression. Et puis il y a aussi une chose, c'est que il y a beaucoup de gens qui se disent, moi je veux bien faire votre parcours, mais par contre on verra à la fin si ça marche. si ça marche. Et si je pars avec ce que j'ai en tête, qu'est-ce que tu en penses déjà de ça alors? Mais ça, c'est un peu ce qu'il faut voir, ce qui est derrière, c'est qu'il y a une grande peur de la prise de risque dans la vie et de ces personnes-là qui se disent ouais, je veux bien essayer et on verra à la fin. Et que finalement, donc moi, de mon point de vue, c'est qu'on aurait travaillé pour rien. Donc, et ce qu'on maîtrise pas dans notre parcours, on sait que ça fonctionne, vous avez vu les résultats, bref, on poste assez souvent là-dessus. Maintenant, ce qu'on maîtrise pas, c'est votre degré d'implication. Donc la question que j'ai envie de vous poser, si vous voulez aller comme ça, c'est pourquoi nous, on irait investir sur vous? Quel est notre intérêt? Nous, on a assez de monde qui nous contacte, on a des gens qui sont déterminés, on sélectionne des personnes qui sont dans le bon état d'esprit, qui ne veulent pas faire de crasse à leur employeur ou finalement qui sont des bons éléments. Quel intérêt on aurait à bosser avec quelqu'un qui, dès le début, se dit bon, si ça marche, super, je veux bien bosser avec vous. Si ça marche pas, à ce moment-là, je me désengage. Donc ça veut dire que dès le début, il y a cette possibilité de retourner en arrière dès que ça va un peu faire mal. Alors notre parcours, il est simple, il est efficace. On n'a pas dit que ce serait facile. Maintenant, c'est vous qui regardez cette vidéo, c'est vous qui allez sûrement prendre rendez-vous avec nous ou qui l'avez déjà fait. Donc, à un moment, c'est de savoir si vous voulez reprendre votre destin professionnel en main. Et donc, c'est vous qui allez négocier avec votre employeur. Nous, on ne sera pas là. Ça, vous l'avez bien compris. Oui, parce que qu'est-ce qui est le mieux placé pour négocier pour son avenir? C'est Voilà. vous. Et je voudrais rebondir là-dessus. En fait, il y a deux choses. La première, c'est, on l'a dit, on n'a rien sans rien. Les Américains ils disent bien, you can't make money if you without money. Donc, en fait, il y a un moment, et nous on fait exprès aussi de bien vous responsabiliser, c'est que nous on est sûr que ça fonctionne. On est sûr que ça fonctionne. On sait que notre préparation fonctionne, notre accompagnement il fonctionne, il a fait ses preuves. Et si vous allez vraiment au bout de la préparation, si vous allez suivre tous nos conseils, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc,
pourquoi aussi on a besoin de connaître votre degré d'implication et de voir que vous vous impliquez. C'est déjà parce que c'est pour votre avenir. Donc, à force de se dire oui, mais sinon je vais voir un avocat, je vais voir les CSE, je vais voir je sais pas qui, en fait, ou même Transition Pro ou autre, on pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais c'est vous remettez votre destin entre les mains d'autres personnes. Et donc, la réponse à la question précédente, c'est qui est-ce qui est le mieux placé que vous pour négocier? Personne, même nous. Vous connaissez l'entreprise, vous connaissez les personnes qui sont en face de vous, vous allez apprendre à les connaître. Donc en fait, qu'est-ce qui vous empêche de prendre votre responsabilité? Et c'est pour ça qu'il y a un moment où on vous accompagne et on ne vous lâche pas, on va jusqu'au bout. Mais si déjà d'entrée de jeu, vous n'êtes pas prêt à vous dire, bah, je suis prêt à investir, À engager des ressources, investir, c'est ça, c'est dire, j'investis des ressources, l'argent, avant de mettre du temps et de l'énergie, de l'argent aussi pour aller récupérer de l'argent. Parce que vous allez récupérer des indemnités et du chômage. Donc vous allez récupérer de l'argent. Les ROI, les retours sur investissement, ils sont parfois très très élevés chez nous. Donc, qu'est-ce qui vous empêche, vous, aujourd'hui, de vous dire, OK, moi, je place cet argent-là pour aller récupérer mes indemnités et je prends mes responsabilités? Parce que si on faisait le contraire, alors vous allez me dire, oui, mais si vous êtes si sûr de vous, que ça fonctionne à chaque fois, bah, pourquoi on ne vous paie pas à la fin? Bah, c'est super simple. On ne fait pas ça pour une seule et bonne raison, c'est que si on faisait ça, on aurait de moins bons résultats. On aurait de moins bons résultats parce que finalement, les personnes qui rentreraient dans le parcours, qu'on sélectionne, c'est pour ça qu'on prend aussi les meilleurs, les personnes qui rentreraient dans le parcours, elles se laisseraient porter. Et elles se laisseraient porter pourquoi? Parce qu'elles se reposeraient sur nous, sur notre responsabilité. Elles se déresponsabiliseraient un peu en disant, faites votre boulot, c'est à vous de me dire exactement ce que je dois faire et c'est à vous presque de le faire. C'est pas nous qui allons vous sortir, on va le faire ensemble. On va nous, vous on va apprendre. pas vous lâcher. On va vous donner toutes les chances, enfin comment mettre toutes les chances de votre côté pour y arriver, les cartes en main. Mais c'est vous qui allez les jouer à la table de poker. Donc on va vous donner les cartes, mais vous allez jouer les cartes. Et donc ça, finalement, c'est un travail commun. On va co-construire ensemble. Finalement, on va co-construire par exemple votre argumentaire. On va vraiment travailler main dans la main et on va y aller étape par étape. Donc il faut vraiment que là-dessus, on soit aligné. Sinon, ça sert à rien de prendre rendez-vous avec nous. Il faut qu'il y ait du feeling aussi. Vous nous connaissez maintenant. Vous avez vu plusieurs fois sur plusieurs vidéos. Vous avez vu un peu quelles étaient soit nos façons de faire, soit nos façons de nous exprimer, soit encore notre vision des choses. Donc, si vous n'aimez pas, ça ne sert à rien de prendre rendez-vous avec nous. De toute manière, ça ne passera pas. Mais et finalement, et là, ça pourrait être la question pour la conclusion, c'est qu'est-ce qui vous empêche de prendre vos responsabilités là et de venir vous préparer? C'est la question. Donc, nous, on vous fait un petit coucou de Harvard. Et puis, on vous dit à bientôt au téléphone ou en visio pour ceux qui prendront rendez-vous en consultation.